Chers amis, chers auditeurs, on est content de vous retrouver pour ce second épisode de la série sur les massacres et le système génocidaire Oustachi. Lors du premier épisode, nous avons parlé évidemment de l'identité Oustachi et expliqué pourquoi il y avait cette séparation entre Serbes et Croates, qui est une séparation relativement tardive historiquement. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette analyse en vous démontrant comment l'histoire s'est accélérée et comment, à partir de 1934, l'assassinat du roi Alexandre, la question Oustachi se développe et explose littéralement dans cette Yougoslavie royaliste. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la période 1934-1941. Ces années 30, en fait, voient, comme je viens de le dire, l'explosion du système Oustachi. Ce mouvement Oustachi qui est né en 1929 lors de la dictature du roi Alexandre Ier en Yougoslavie et qui est né sur, si vous voulez, les échecs en fait de la part des institutions yougoslaves d'intégrer la question croate. Le mouvement Oustachi, qui veut dire insurgé, est créé par Ante Pavelić dès 1929, au moment où le roi Alexandre Ier en Yougoslavie impose sa dictature sur tous les peuples de Yougoslavie. Et dès ce moment-là, Ante Pavelić, qui va aller chercher en fait de l'aide à la fois en Hongrie et en Italie, structure son mouvement, qui est un mouvement clairement terroriste, qui veut affronter frontalement cette Yougoslavie royaliste, qu'il veut hégémonie. Et donc, à partir de 1930, il va constituer des groupes de combat qui vont s'entraîner à la fois en Hongrie et en Italie, dans l'Italie de Mussolini et dans la Hongrie du général Horthy, deux pays déjà fascisants. Et donc, ce mouvement est un mouvement vraiment qui se place dans la droite ligne des mouvements qu'il y avait déjà à l'époque en Europe centrale, en Hongrie, en Roumanie. Donc des mouvements qui étaient clairement sur une doctrine fasciste, à la fois antisémite, insurrectionnelle et antisémite. Il est important de dire ça dès le départ, parce que dès le départ, ce mouvement donc fasciste, insurrectionnel et antisémite va démontrer très vite que cette doctrine peut s'appliquer dans les actes de violence. On a vu la dernière fois qu'en 1934, le 9 octobre 1934, les Oustachi réussissent leur premier coup d'éclat lorsque, à Marseille, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie et le ministre français des Affaires étrangères Louis Barthou sont assassinés à Marseille par la main d'un Oustachi qui est aidé par le mouvement nationaliste VMRO macédonien. C'est un coup d'éclat, mais un coup d'éclat qui vient après une campagne très forte des Oustachi dans tous les Balkans. Au moment où le roi Alexandre Ier de Yougoslavie et le ministre français Louis Barthou sont assassinés par les Oustachi ont réussi partout en Europe à développer la terreur. Ils ont réussi à réaliser des attentats plus de 400 fois, lors desquels il y a eu plus de 150 morts un peu partout en Europe. Donc c'est clairement un mouvement terroriste pan-européen qui sème la terreur dans beaucoup de pays et qui a réussi, même à un moment donné, en 1932, dans les montagnes de Lika, c'est entre la Bosnie et la Croatie actuelle, mais si vous voulez, dans cette Yougoslavie royaliste, c'est dans les Banovines du centre de Yougoslavie. Donc dans ces montagnes de Lika, le mouvement Oustachi a réussi, à un moment donné, pendant 2 mois, à créer un soulèvement général contre la monarchie yougoslave. Donc fort de l'appui de la Hongrie, du général Horthy, et de l'Italie mussolinienne, les militants Oustachi arrivent à terroriser une bonne partie de l'Europe centrale et ils sont habitués à la terreur parce qu'ils se sont entraînés fortement en Italie, en Hongrie. C'est une confrérie
en fait très fermé, qui impose un rite d'initiation très très violent, auquel, si vous voulez, après, suite à plusieurs actes initiatiques qui se déroulent sur plusieurs journées, si un seul de ces actes n'est pas respecté, eh bien, ça se termine par la mort du prétendant à l'intégration. Et donc, tout est très violent, à la fois la doctrine, à la fois la façon d'intégrer cette confrérie, et en même temps, eh bien, dans les faits, le développement de cette idéologie dans ces pays du centre de l'Europe. Le pouvoir yougoslave essaie une dernière fois d'intégrer la question croate dans la Yougoslavie. À partir du milieu des années 30, le gouvernement yougoslave va un peu sortir de sa ligne en créant la Banovine de Croatie, ce qui est contraire à la ligne qu'elle avait depuis 1919, c'est-à-dire créer une Yougoslavie qui ne privilégie aucun peuple par rapport à d'autres, et créer une Yougoslavie monarchiste sur un modèle à la française avec des départements regroupant des noms purement géographiques. Or, cette Banovine de Croatie, c'est un privilège de nos Croates, et donc c'est une façon, si vous voulez, d'intégrer la question croate à la Yougoslavie. 2 ans plus tard, en 1937, on a même un gouvernement, à la tête du pays, un gouvernement bicéphale, du nom de Cvetković Maček, où M. Maček, représentant donc du peuple croate, est placé aux fonctions les plus hautes du pays en tant que Premier ministre. Et donc, les autorités yougoslaves pensent à ce moment-là que la question croate va se régler de façon institutionnelle et ne prévoient pas du tout l'avenir assez sombre qui va se développer. Cette Yougoslavie monarchiste, vous le savez aussi bien que moi, elle va succomber à la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que au début de l'année 1941, eh bien, Adolf Hitler a décidé de punir une révolte, la révolte qui va se dérouler en Yougoslavie. Et c'est ça d'ailleurs qui va retarder l'opération Barbarossa jusqu'au mois de juin 1941 et qui aura une incidence directe sur le déroulé de la guerre. Alors pourquoi cette révolte ? En fait, le 27 mars 1941 est une date capitale pour la compréhension et du phénomène Eustachi et de ce qui va se passer en Yougoslavie, puisque le 27 mars 1941, les Serbes, et notamment à Belgrade, la capitale de Yougoslavie, manifestent contre un pacte signé 3 jours plus tôt par la monarchie des Karađorđević, un pacte, si vous voulez, de non-agression avec l'Italie et avec l'Allemagne. Ce pacte de non-agression va soulever les foules à Belgrade, en Serbie, et donc le 27 mars, la foule belgradoise manifeste au nom de Bojerov nego rov, c'est-à-dire mieux vaut la mort que l'esclavage, ou alors mieux vaut la liberté que le pacte. Et si vous voulez, toutes les composantes de la population serbe manifestent à Belgrade contre ce pacte. Cela rend fou de rage Adolf Hitler. Adolf Hitler décide donc, dans la précipitation, alors qu'il se préparait à attaquer l'URSS, il décide donc dans la précipitation à attaquer cette Yougoslavie rebelle et le peuple serbe qui ne veut pas l'application de ce pacte. Et donc, il va envoyer ses troupes vers la Yougoslavie. Ces troupes qui vont arriver en avril 1941 par la Slovénie et la Croatie actuelle. Ces troupes sont accueillies à bras ouverts dans la capitale croate, Zagreb. Une partie de la foule, bras tendus, accueille les troupes de la Wehrmacht. Par contre, quelques jours plus tard,
eh bien, la Wehrmacht, l'armée allemande, est accueillie par la politique de la terre brûlée à Belgrade. Et donc, c'est à la fois le début de la résistance serbe contre les troupes allemandes, cette résistance qui sera au début une résistance royaliste, puisque les communistes sont encore fidèles au mot d'ordre de Staline 2 ans auparavant, qui était de ne pas être contre l'Allemagne nazie, puisqu'il fallait plutôt abattre les démocraties. Mais cela va avoir une deuxième conséquence, c'est la réactivation du mouvement oustachie. Et donc, en Croatie, l'arrivée des troupes allemandes va favoriser l'arrivée des oustachis au pouvoir. Le 11 avril, le 10 avril, donc le 10 avril, les troupes allemandes arrivent à Zagreb, et dès le lendemain, le 11 avril 1941, le général Kvaternik instaure la NDH, c'est-à-dire l'État indépendant de Croatie. L'État indépendant de Croatie, qui sera sur place pendant 4 ans, et qui va, dès le début, se former dans l'exclusivité du peuple croate et dans une optique cléricalo-fasciste. Des historiens comme Audouin Rousseau ou Marco Rivelli l'ont clairement défini. Qu'est-ce que c'est que cet État cléricalo-fasciste qui s'installe, vous voyez, dans les heures qui suivent l'arrivée des troupes allemandes? Le 18 avril 1941, donc il ne s'est pas passé une semaine, c'est le fameux Ante Pavelić qui revient à toute vitesse d'Italie, où il était réfugié jusque-là. Ante Pavelić va éditer un décret très clair, donc le 18 avril 1941, qui impose aux populations serbes orthodoxes le brassard bleu, aux populations juives l'étoile jaune, mais qui laisse de côté les protestants et les catholiques, parce qu'ils sont considérés comme une population acquise finalement à la cause, et surtout qui va déjà essayer de favoriser la population musulmane qui est vraiment considérée déjà comme le fleuron, par ces fascistes croates, le fleuron de la population, des populations sur le sol yougoslave. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le ministre de l'Éducation, un certain Mile Budak, dès le début du mois de mai 1941, Mile Budak va avoir cette parole terrible: nous allons convertir au catholicisme un tiers de la population serbe, expulser un tiers de cette population et en tuer un tiers. Et lorsque un journaliste italien, lors de conférence de presse, pose la question: mais comment est-ce que vous allez procéder, comment est-ce que vous allez faire s'il y a une opposition, il dit clairement: nous les tuerons tous. Or, ce qui était là un mot pris pour un mot radical, et il y avait des gens comme ça dans d'autres pays européens qui avaient des propos aussi radicaux, et bien malheureusement va être appliqué dès les jours suivants. Et dès les jours suivants, eh bien, commencent les premiers massacres dans ces Krajina, c'est-à-dire cette terre qui était une terre serbe au cœur de Yougoslavie. Et dès les jours suivants, nous avons l'exemple, et ça, on peut le retrouver chez Audouin Rousseau ou chez Marco Rivelli, de massacres faits par les miliciens oustachis. Je vais vous donner 2 exemples. À Glina, à quelques dizaines de kilomètres de Zagreb, le 14 mai, toute la population serbe est amenée dans l'église, et dans l'église, elle est reçue à coups de mitraillette. C'est une mitraillette qui va tuer des dizaines de gens dans l'église de Glina. Et au soir du 14 mai, 700 personnes au bas mot ont été exécutées et ensuite amenées dans les extérieurs du village et tuées à la chaux, donc supprimées définitivement à la chaux vive. Dans la ville de Bihać, en Bosnie, au courant du mois de mai, pendant 2 semaines, ce sont 2000 Serbes et Juifs qui sont jetés jour après jour
dans la Drina, un des principaux fleuves de la Bosnie. Et, dernier exemple, c'est celui des Foibe, c'est-à-dire ces fosses, c'est-à-dire que les miliciens croates s'en donnent un cœur joie pour pousser du haut des montagnes ukrainiennes dans des fosses, c'est-à-dire des fosses, des crevasses, si vous voulez, montagneuses, des centaines et centaines de villageois. Et donc, si vous voulez, ces massacres sont consubstantiels à l'État indépendant de Croatie dès le mois de mai 1941. Et donc, si vous voulez, la question pour nous, c'est comment expliquer ces massacres. Eh bien, ça sera l'objet de notre prochaine intervention, donc notre 3e épisode. La prochaine fois, nous verrons comment ces massacres deviennent des massacres de masse dès l'été 1941, à tel point que l'armée allemande doit mettre le holà, et comment ce système de massacre fomenté par les miliciens oustachis eh bien, a amené à l'existence du plus grand camp de concentration de toute l'Europe du Sud-Est, le camp d'Jasenovac. Voilà, chers amis, je vous remercie et j'espère pouvoir poursuivre avec vous cette aventure, qui est une aventure à la fois historique, mais aussi très parlante pour notre actualité. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.